Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé des différentes fonctionnalités de notre application de reconnaissance faciale et de deepfake. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail comment on l'a architecturé. Avant toute chose, on avait besoin d'une grosse base de données d'images de célébrités. Pour ça, on a fait du web scraping. La notion de web scraping fait référence au fait d'extraire les données de sites web de manière à les réutiliser dans un autre contexte, ce qui est d'ailleurs pas toujours légal. Mais Joanne vous en parlera dans une autre vidéo. Dans notre cas, on doit collecter un maximum d'images pour construire notre dataset et pour entraîner le modèle permettant d'indiquer à l'utilisateur à quelle célébrité il ressemble. Nous avons utilisé deux sources de données. La première, Google Images, car il contient un grand nombre d'images et c'est une source dynamique, c'est-à-dire que de nouvelles images y sont ajoutées en permanence. La deuxième, c'est TMDB, qui est un site qui répertorie un très grand nombre de films et séries. On y trouve également des photos des acteurs les plus populaires. L'avantage de ces photos, c'est qu'elles sont du même format et de très bonne qualité, et ce qui est hyper important pour le machine learning. Pour alimenter notre base de données, nous avons créé deux scrappers en utilisant les deux sources de données dont on vient de parler. Mais comment marche véritablement le scrapper ? On voit ça tout de suite. Le site TMDB dispose d'un onglet Artistes populaires, dans lequel on retrouve une liste de 10 000 actrices et acteurs. Chaque artiste possède une page où figure un nombre de photos de profil variable selon l'artiste. Pour chaque artiste présent dans cet onglet, le scrapper récupère le nom, la profession ainsi que le lien de sa page dédiée. Ensuite, le scrapper accède à la page où figurent les photos de profil par le biais d'une requête HTTP. Une fois sur la page, le scrapper récupère les URL de toutes les photos de profil disponibles à l'aide de la librairie Python Beautiful Soup. Cette librairie permet de transformer la structure d'un document HTML en un arbre d'objets Python. Pour le scrapper Google, la tâche est légèrement différente, car à l'inverse de TMDB, nous ne disposons pas d'une liste de célébrités comme celle qu'on pouvait avoir grâce à l'onglet Artistes populaires. Pour obtenir une liste des célébrités, on utilise la base de données Wikidata en exécutant des requêtes SparkQL. On recherche tout d'abord les professions les plus connues. Pour ça, il existe le paramètre Sitelinks qui compte le nombre de liens associés à chaque profession. Ensuite, on récupère le nom des personnes les plus connues qui occupent ces professions. Et on filtre avec la date de naissance pour pas que ce soit une célébrité trop ancienne. Nous, on a fait le choix de prendre des personnes dont la date de naissance est supérieure au 1er janvier 1960. Grâce à ces deux filtres, on s'assure de ne pas avoir une exception de timeout. C'est-à-dire que le temps d'attente de la requête soit dépassé du fait du nombre trop conséquent de résultats. Ok, super. Une fois qu'on a la liste de célébrités obtenues à l'aide de Wikidata, notre scrapper Google Images lance une recherche pour chaque célébrité en écrivant le nom de la célébrité dans la barre de recherche. Ensuite, le scrapper clique sur chaque image pour récupérer l'URL de l'image originale et ainsi évite la copie de l'image qui est stockée dans le cache avec une qualité inférieure à l'original. Pour le scrapper Google, il était préférable d'utiliser la librairie Python Selenium plutôt que Beautiful Soup. C'est-à-dire que Selenium offre la possibilité de naviguer sur les pages, cliquer sur des boutons et de scroller, ce qui était beaucoup plus avantageux dans le cas présent. Si les images provenant de TMDB sont de très bonne qualité et ne contiennent que le visage de la célébrité concernée, ce n'est malheureusement pas le cas pour l'intégralité des images provenant du scrapper Google Images. Certaines images ne contiennent même pas de visage. Or, l'entraînement du modèle de classification nécessite des images qui ne contiennent que des visages. Pour pallier ce problème, on a utilisé un modèle de la librairie OpenCV basé sur la méthode des cascades de Haar. Et cette méthode, justement, nous permet la détection et l'extraction des visages. Ne vous inquiétez pas, je vous mets en description un lien qui détaille la méthode des cascades de Haar ainsi que son implémentation en Python. Alors, il se trouve que cette méthode s'est révélée hyper efficace et peu coûteuse en termes de ressources. Cependant, on a constaté quelques erreurs au niveau de l'extraction des visages. Pour ça, on a décidé de mettre en place un système de nettoyage des images stockées dans la base de données dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Une fois que nos scrappers ont récupéré le lien des images, on doit les télécharger et les sauvegarder dans une base de données. Au départ, on voulait utiliser GridFS, une API de MongoDB qui permet de stocker de grandes images. Cependant, on s'est aperçu que les images étaient compressées et donc dégradées par cette librairie avant d'être stockées. Du coup, on a opté pour un simple système de fichiers. Plus concrètement, les images sont stockées sur un disque SSD en local. Une fois l'application déployée, on pourrait imaginer qu'elle soit stockée sur un Amazon S3 qui permettrait la réplication des données, leur sécurisation et bien d'autres services propres à du stockage cloud. Le stockage sur un disque local permet une récupération rapide, ce qui est nécessaire pour l'entraînement du modèle dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Pour organiser et indexer nos images, mais aussi pour stocker leurs métadonnées, on a choisi une base de données NoSQL qui s'appelle MongoDB. On a fait ce choix parce qu'il existe une librairie Python, MongoEngine, qui permet la création de schémas de documents de manière assez simple. Dans notre schéma de données, on a deux collections, Celebrity et Images. Dans la collection Images, on retrouve le nom de la célébrité présente sur l'image,
l'URL ainsi que le vecteur de l'image. Alors ce vecteur, je vous en parlerai bien plus en détail dans la prochaine vidéo, mais globalement, c'est un vecteur qui contient 128 éléments et chaque vecteur est propre à chaque image. Dans la collection Celebrity, on retrouve le nom de la célébrité, sa profession et la liste des images où apparaît son visage. Je vous ai déjà parlé de la nécessité de mettre en place un système de nettoyage du fait que certaines images, bien qu'elles aient été traitées à l'aide de la méthode des cascades de Haar, ne correspondent pas à la célébrité à laquelle elle est associée. Google pouvant parfois remonter la photo de la famille d'une célébrité par exemple. Pour ça, on utilise la méthode du barycentre, que je détaillerai au prochain épisode, mais sachez que l'idée principale derrière ce nettoyage consiste à ne garder dans notre base de données que des images correspondant à chaque célébrité. Par ailleurs, lors du stockage dans la base de données, il est primordial de s'assurer qu'il n'existe pas de doublon. Autrement dit, qu'il n'y ait pas deux fois la même image. Pour ça, on effectue une recherche par l'attribut URL et ainsi on s'assure que les deux images n'ont pas la même URL. Dans les parties précédentes, on a parlé des sources de données, donc les scrappers, et de comment étaient stockées les données et métadonnées. Mais comment les données transitent-elles entre ces deux éléments? Eh bien, c'est là qu'intervient Kafka. Et d'ailleurs, on va voir que Kafka permet bien plus que le transit de la donnée. Kafka, c'est un système de Publish Subscribe Messaging. En gros, ça permet de faire passer les messages d'un point A, qu'on appelle le producteur, vers un point B, le consommateur. Les messages, ils sont envoyés dans une enveloppe qu'on appelle les topics et sont stockés dans des serveurs qu'on appelle également les brokers. Les brokers, ils sont gérés par Zookeeper qui permet la gestion de la coordination des serveurs Kafka et le partage de l'information. Maintenant, regardons un peu plus en détail à quoi ressemble l'architecture que nous avons construite. Le scrapper Google Images, il est défini comme le producteur 1 et le scrapper TMDB comme le producteur 2. Tous deux vont envoyer les images au consommateur 1. Le consommateur 1, lui, s'occupe du traitement et de la validation des images. Il joue également le rôle du producteur 3 et envoie les données vérifiées au consommateur 2 qui stockera les images et leurs métadonnées. Le producteur 3 en bas à gauche, lui s'occupe du nettoyage des données stockées, ce dont je vous parlerai dans le prochain épisode. Et ensuite, va les envoyer au consommateur 3 qui va les exploiter pour entraîner le modèle de classification. Et enfin, on a également mis en place un programme qui gère et automatise l'exécution des producteurs et des consommateurs. Si je résume, dans cette vidéo, on a vu comment créer une architecture permettant de scraper des images, les traiter, les stocker, les nettoyer, et enfin, on a vu comment Kafka pouvait coordonner ces éléments. Dans la prochaine vidéo, on parlera bien plus en détail du modèle de classification d'images et la génération de deepfake. Bien évidemment, vous retrouverez l'intégralité du code sur le lien GitHub que je vous ai mis en description. Pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite sur Impulse TV.